Bonjour, chers téléspectateurs de la Voix de la démocratie congolaise Parlement d'Afrique. Merci de nous avoir reçus chez vous à travers notre émission intitulée Les panafricanistes en diaspora, animée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe depuis notre City, avec l'assistance de notre correspondant à Bruxelles, Mouta Wakilou Maurice Billy Amorin. C'est grâce donc à ces vaillants combattants de la liberté que cette émission a été possible. Donc, coucou, cher ami Maurice. Aujourd'hui, Don Kayembe reçoit pour vous dans cette émission les panafricanistes en diaspora. Il reçoit pour vous Yves Lodonou, de nationalité togolaise. Yves Lodonou, il est venu du Togo, de Sylvanos Olympio. Avec Yves Lodonou, aujourd'hui, nous allons discuter de deux points majeurs, c'est-à-dire état de la situation politique actuelle au Togo et ensuite enjeux et perspectives de la politique dans ce pays. Et tout naturellement, nous allons conclure par une conclusion et permettez-moi la tautologie. Bonjour, monsieur Yves Lodonou. Oui, bonjour, chers confrères donc AEB. Bonjour également aux amis téléspectateurs, auditeurs de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise. Heureux d'échanger avec vous aujourd'hui dans cette émission consacrée à la diaspora et au panafricanisme. Alors, nous sommes très heureux qu'on soit ensemble, monsieur Yves. Nous allons parler ensemble sur cette situation qui nous fait vraiment de la chair de poule en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons singulariser notre discussion sur votre pays que vous aimez bien, le Togo. Alors, ma première question, à tout seigneur, tout honneur, je veux parler du Togo, qui est votre pays. D'entrée de jeu, monsieur Yves, que dites-vous de votre pays à l'heure actuelle où nous parlons? Ensuite, quelle est la situation politique qui prévaut actuellement au Togo, monsieur Yves? Oui, merci. Le Togo est ce pays qui a tant défrayé la chronique et continue pas à défrayer la chronique, malheureusement, pas positivement, parce que depuis 1963, le 13 janvier, il y a eu le coup d'État contre la personne de M. Sylvanos Olympio Epifanio, président démocratiquement élu, et depuis le 13 janvier 1963, le Togo est rentré dans une crise de régime. Donc, depuis cette crise de régime, le pouvoir a vacillé entre les mains de ceux qui ont organisé ce coup d'État avant d'être consolidé plus tard en avril 1967 par la venue au pouvoir réel du tristement célèbre Étienne Gnassingbé Eyadema. Et depuis lors, il est là, il a fait son bonhomme de chemin, il avait fait son bonhomme de chemin, il a créé le parti unique, parti État. En 90, il a été contraint par les mouvements populaires, les mouvements sociaux nés des pressions de la FMI, de la Banque mondiale et de toutes ces institutions qui mettaient à genoux les pays du Sud. Il y a eu grogne. Les gens se sont levés pour réclamer la liberté et la démocratie. Et c'est comme ça, comme la plupart de certains États africains, le Togo est passé par le canal de ce qu'ils ont appelé la conférence nationale dite souveraine. Donc, depuis ce moment, le régime a repris du poil de la bête après une courte transition. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, rien n'a bougé, eu égard à tout ce qui a été fait, nonobstant quelques acquis qu'on peut les appeler, notamment le droit de la presse. Cette liberté, elle est là, mais elle est tant malmenée par moment. Mais aujourd'hui, on est presque à la case de départ parce qu'il y a plus de 50 ans que la famille Gnassingbé, la France sont aux commandes du Togo. Pour rebondir par rapport à la question sur la situation actuelle qui prévaut, vous n'êtes pas sans savoir que le 22 février dernier, il y a eu une élection que je qualifierais de mascarade électorale parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec un régime autocratique. Par définition, tout régime démocratique qui organise des élections l'organise pour les gagner, se consolider au pouvoir. Jamais il y aura d'alternance avec un régime autocratique et surtout vieil de plus de 50 ans. Donc, c'est de l'aberration, c'est un leurre de se croire
qu'à travers des réformes institutionnelles, à travers des réformettes, à travers des tables rondes, des tables carrées, à travers la CEDEAO, à travers l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qu'on pourra faire pression et gagner des élections par rapport à ceux qui détiennent le pouvoir, qui ont l'instrumentum, qui ont l'armée, tous les attributs de la souveraineté entre leurs mains. Donc, depuis le 22, il y a eu cette élection où déjà la couleur était donnée par le porte-parole du parti autocratique UNIR RPT, un certain Gilbert Baraham, qui disait dans les interviews précédant ces élections que l'autocrate Faure Gnassingbé allait gagner d'un seul coup parce qu'il le comparait à Lionel Messi. Et ce qui a été fait. Donc, le Lionel Messi togolais s'est consolidé au pouvoir parce que le match a été joué avant les vestiaires et le stade. Donc, ceci étant dit, ce n'est pas la première fois ni la dernière fois. On est parti de ce mécanisme de fil en aiguille, comme on peut le constater avec Fayoulou au Congo, Jean-Pierre au Gabon, tous ceux qui se sont confrontés au système dictatorial, au système autocratique, dans le souci de gagner les élections parce qu'ils se croient dans un jeu démocratique, ont conduit le peuple dans l'illusion et ont fait perdre le temps au mouvement de revendication, au mouvement populaire. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le régime est toujours là parce que l'élection, c'est pour se faire bonne conscience face à ce qu'on appelle l'opinion dite internationale, une opinion d'intérêt qui existe que pour ses intérêts et qui fonctionne à géométrie variable. Donc, tout le monde le sait si bien par rapport aux différents dossiers sur les droits de l'homme, par rapport aux dossiers économiques que le Togo, malheureusement, n'est pas encore à la croisée de la démocratie parce que c'est le même régime qui est là depuis 1963. C'est pour ça que j'ai parlé de crise de régime dans ce pays. Alors, quand nous parlons des élections, M. Yves, donc vous faites allusion aux élections qui ont eu lieu le 22 février, où nous avons vu le même Faure Yadema sortir comme Lionel, comme Messi, comme vous l'avez dit, il avait déjà gagné avant le match. On a vu la pluie qui est tombée des félicitations sur sa table venant de partout, et même la communauté internationale. Mais fort curieusement, nous voyons ici encore que l'opposition partitionniste a crié au scandale et il recourt encore une fois au même, à la même communauté internationale pour chercher à gagner gain de cause. Oui, cher Don Kaye, mais il faut être clair avec l'opposition au Togo. L'opposition au Togo aujourd'hui joue un rôle, on dirait, de participationniste parce que on sait très bien que même au lendemain de cette soi-disant transition après la conférence nationale, que rien n'a été parce que le régime dispose de l'armée, dispose de la police, de la gendarmerie, des milices et des bras politiques pour réfléchir, notamment le Charles Debache, le français qui est là, il y a l'officier Germanos qui est là, et j'en passe, ils sont nombreux à soutenir ce régime depuis la nuit des temps. Donc aujourd'hui, l'opposition participationniste essaie de crier au secours en disant scandale. Non, c'est du déjà vu au Togo. Au Togo, on va aux élections dans des conditions obscures pour nous. On se fait tripatouiller le scrutin et on dit non, c'est scandaleux, nous avons gagné. Oui, il est vrai que depuis des années, l'opposition a toujours gagné les élections au Togo, c'est vrai. Mais l'opposition n'a pas les moyens matériels pour réclamer cette victoire et exercer son mandat. Donc, il est clair que la démocratie n'est pas obligée de passer par les urnes. Elle peut passer dans les urnes si et seulement si nous avons des conditions objectives, des conditions matérielles qui sont là pour garantir à tous les fils et les filles du pays de participer à un scrutin et que le résultat sera clair, il n'y aura pas de violence derrière
et que tout le monde pourra tirer son épingle du jeu. Aujourd'hui, telle n'est pas la situation au Togo. Donc, l'opposition qui crie scandale et qui appelle l'opinion dite internationale est en train de se leurrer, de perdre du temps. Même Jean Ping, qui a occupé des fonctions internationales, a crié scandale, on ne lui a jamais remis le pouvoir entre les mains. Parce qu'aujourd'hui, la question de pouvoir, la question de la direction des États dans le monde se joue ailleurs. Et ceux qui ont leur intérêt à tirer, leur fil, leur marron à tirer dans le feu, ne vont jamais mettre le pouvoir sur un plateau pour donner à une quelconque opposition en Afrique. Donc, pour revenir sur l'opposition togolaise, je pense que nous avons connu 7 candidats à cette élection, dont un était porté par la dynamique Monseigneur Korodjo, c'est le candidat Gabriel Mensah-Kodo-Agueyome, qui aujourd'hui réclame la victoire, qui appelle l'opinion dite internationale à géométrie variable à son secours. Mais ce qu'on oublie, il est dans la même posture que Jean Ping, un ancien membre du Sérail, qui aujourd'hui se lève contre le Sérail. Et malgré cela même, ça ne donne pas de garantie ni au système dictatorial autocratique, ni à la France impérialiste qui aujourd'hui gère le Togo comme sa propriété privée. Donc, pour pouvoir s'en sortir, il ne faut pas demander à cette opinion internationale ou dite internationale à géométrie variable de venir remettre un quelconque pouvoir. Le pouvoir, la conquête du pouvoir depuis l'histoire, depuis l'Antiquité, c'est un exercice qui revient aux peuples qui se battent pour s'affranchir, pour leur liberté, leur souveraineté et en plus organiser une démocratie. Ici, on croise les bras et on dit Herman Cohen, on dit l'Union européenne, on dit les Américains, on dit tous ceux qu'on cite là sont ceux qui sont en train de nous mettre la tête dans l'eau. Tous ces gens ont des intérêts en Afrique et ailleurs. Aujourd'hui, on le voit. Le nombre de morts, si je fais cette comparaison, au Kivu, à l'est du Congo, nous avons dépassé plus de 5 millions de morts. Mais rien n'a bougé. Si cette communauté internationale géométrie variable existait, au Kivu, il devait y avoir la paix. Ailleurs dans le monde, il devait y avoir la paix. Au Burundi, il devait y avoir la paix. Donc, les foyers de tension en Centrafrique n'existeraient pas. Donc, ces gens ont intérêt que vous perdiez le temps dans des conflits fratricides et qu'eux, ils continuent pas à piller votre pétrole, à piller votre diamant, votre coltan, votre phosphate, votre manganèse, votre bauxite et j'en passe. Donc, les Africains doivent comprendre, et en particulier les Togolais, que ce n'est pas l'opinion dite internationale qui va leur donner un pouvoir, c'est par leur effort, par la lutte, par la mobilisation. C'est pour cela qu'au Togo, en octobre 1990, les Togolais, les syndicalistes, les étudiants, les taximens, les intellectuels, les gens se sont levés pour dire il y a des démissions inconditionnelles. Mais une fois encore, cette opposition participationniste, que je suis presque tenté d'appeler collaborationniste, s'est laissée aller en disant oui, on va aller faire une conférence, on va parler dans un espace, dans un joute oratoire, chacun parlait bien la langue de Voltaire, chacun exhibait ses qualifications universitaires, et voilà. Et puis, ratata, le régime s'est maintenu, l'armée était aux aguets, et on a vu les répressions, les assassinats de Tavio Amorin, l'attaque contre J.P. Olympio lui-même à Soudou, la disparition de M. Haï, il y a eu M. Hila, il y a des gens qui se sont portés disparus, qu'on n'a pas trouvé les corps jusqu'à maintenant. Donc la répression s'est aggravée, la répression a tellement pris de l'ampleur qu'on dirait que ça s'est quadruplé. Donc aujourd'hui, toute cette opposition collaborationniste, participationniste, doit faire le bilan de 30 ans de lutte, je ne remonterai même pas à 63, mais depuis les années 80 à ce jour, au moins 30 ans de lutte, qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on a pu apporter à notre pays? Est-ce que les élections ont porté leurs fruits? Mais ils continuent par appliquer la cécité
politique, par appliquer la mauvaise foi intellectuelle, en se disant, nous allons aux élections, nous allons gagner, l'opinion internationale sera là, il y aura l'Union européenne, il y aura, mais c'est du cinéma, c'est une perte de temps. En attendant, le sacrifice en vie humaine, en attendant le sang qui coule, en attendant les gens qui sont affamés, la liste elle est longue, dont les élections ne porteront jamais leur fruit, en tout cas dans un régime tel que nous le vivons actuellement au Togo et ailleurs dans la sous-région ouest africaine, pour ne pas parler de toute l'Afrique en général. Donc, nous pensons que on peut faire des élections, nous ne sommes pas contre les élections, on peut aller aux élections, mais avant d'aller aux élections, nous devons organiser les conditions objectives, les conditions matérielles, les conditions politiques pour qu'il y ait élection. Quel est ce continent où à chaque élection, quelqu'un doit confisquer le pouvoir, tabasser les autres, les affamer, les violenter, les mettre en prison? Il y a un souci et nous sommes au 21e siècle. Donc, ça veut dire que la liberté, la démocratie, la souveraineté ne sont pas là. Donc, il faut aller d'abord conquérir la souveraineté. Lorsque nous parlions de conquérir la souveraineté, ça veut dire que lorsqu'on est souverain, c'est-à-dire on est indépendant, pas l'indépendance nominale dont nous fêtons les 60 ans en 2020 maintenant, c'est du cinéma ça. La vraie souveraineté de l'État, des États africains, la vraie souveraineté des pays africains, et en ce moment, lorsqu'on est souverain, on peut se parler, taper sur la poitrine. Aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains parce que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui veulent les remplacer, le clan rival, l'opposition participationniste et collaborationniste, aucun n'a jamais levé son doigt contre la présence de ces puissances internationales sur le continent africain. Donc, quand on crie, on dit « Ah, la France vient me donner le pouvoir, l'Allemagne et les États-Unis », ça veut dire que ces gens vont te donner des ordres, alors que nous, on n'est pas là pour avoir des ordres. Lorsque, dans les Quilombo, dans les Kombé, nos aïeux se sont battus aux États-Unis pour s'enfranchir de l'esclavage, c'est pour aller vers une souveraineté. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que nos grands-parents se sont battus pour aller à l'indépendance et que les puissances étant acculées parce qu'ils étaient sortis de la Deuxième Guerre mondiale, ont dû quand même céder, mais ont été plus malins et vicieux en octroyant des indépendances nominales aux États africains, tout en gardant la main pour contrôler. Donc, il y a les fameux accords de coopération militaire, économique et j'en passe. Donc, on n'a pas cette souveraineté. Il va falloir se battre. Il va falloir se définir comme anti-impérialiste. Ce n'est pas un crime d'être anti-impérialiste. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas être à Paris, à Washington, à Bruxelles, à Singapour et décider du sort des Africains. Ce n'est pas possible. Nous sommes la richesse, l'Afrique. Nous détenons la richesse. Comment est-ce que des gens ailleurs téléguident depuis leur bureau le fonctionnement de tout un continent, de tout un pays, pour pouvoir faire mettre bas sur nos richesses et affamer notre peuple? Je n'ai jamais vu ça, M. Donkaembe. Si moi, je produis des patates, des pommes de terre, et que mes fils à la maison, mes filles ne peuvent pas en manger, il y a un problème. Donc l'Afrique aujourd'hui produit du coltan, produit de la bauxite, produit de matières agricoles, produit du café, tout ça. Et nous-mêmes, on n'a pas assez. Donc, tous ces gens qui font appel à l'opinion dite internationale à géométrie variable sont des gens qui sont les ennemis de l'Afrique. Ils sont les ennemis du Togo, ces Togolais de l'opposition qui dit la France, qui font les allers-retours au Quai d'Orsay, à Matignon, tout ça, sont les ennemis carrément de l'Afrique. Parce que pour sortir notre continent des soubresauts de 1884-85, ces enclos berlinois, nous devons nous battre pour dire merci, stop, stop. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Tous ces gens, que ce soit Fayoulou, que ce soit Jean-Ping, que ce soit Gabriel Messancoba-Guéomé, tout le monde crie, ah, venez m'aider Amérique, venez m'aider. Non, ça c'est l'assujettissement. Ça c'est ce je voulais en venir avec une question qui me tape sur oui, ça. Oui. C'est quand vous parlez là de l'opposition positionniste que vous appelez collaboraliste. Donc ces gens-là, comme vous venez de le dire, ils recourent toujours à l'extérieur pour clamer leur légitimité. Est-ce que vous pouvez avoir un produit différent en appliquant la même formule? Et nous voyons que les gens qui sont venus, les trois que vous venez de citer là, ils veulent appliquer la même formule de réclamer leur victoire à l'Occident au lieu de réclamer cette victoire à leur électorat. Est-ce que ça va changer ou bien c'est une perte de temps?
Oui, mais c'est une aberration parce que nous estimons que si nous sommes organisés, que si nous organisons le peuple, si nous les mobilisons sur un programme politique clair, sur des ambitions claires. L'ambition claire aujourd'hui, c'est la conquête pour la souveraineté avant d'aller vers la démocratie. On n'est pas souverain, on veut faire la démocratie. Ça, c'est un piège. Comment est-ce que je fais la démocratie? Mais c'est Paris qui me dit, ah, M. Kayembe ne peut pas être ministre, mais prenez tel là. On le voit tous les jours. Donc, nous devons aller d'abord vers la conquête pour la souveraineté. Ça, c'est très, très important. Et une fois que nous avons la souveraineté, on peut décider de ce qu'on veut faire. Si aujourd'hui on veut manger du mil, on mange du mil. Si demain on veut manger du pondou, on mange du pondou. Mais ce n'est pas Paris, Bruxelles, Washington qui va dire ah non, non, il faut acheter le riz américain. Oui, il faut acheter le sucre qui vient de Amsterdam. Non, nous devons avoir notre souveraineté et parler d'égal à égal avec tous ces États dans le Nord, c'est-à-dire dans les pays, les grandes puissances, pour que l'Afrique un jour puisse aussi taper du poing sur la table dans certaines institutions comme les Nations Unies, comme l'OMC et j'en passe. Nous devons sortir de notre lien avec les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nous devons aller vers la coopération sud-sud. Voilà, nous n'avons pas besoin de ces puissances occidentales, de ces puissances impérialistes pour pouvoir faire avancer nos pays. Donc, ce qu'on dit, c'est la mobilisation du peuple, c'est l'organisation du peuple pour faire face à tous ces traites qui sont là, ces collaborateurs participationnistes, pour leur dire que c'est pas ça, vous ne parlez pas au nom du peuple comme ça. Le peuple n'attend pas les Américains pour se libérer. Les Américains sont là pour pomper leur pétrole sur la côte du golfe de Guinée. C'est ça qui les intéresse. Hein. Ce n'est pas la vie des gens, ce n'est pas le pain dans l'assiette d'un bébé qui doit manger ou 3 repas par jour d'un Togolais ou d'un Africain qui les intéresse. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, nous devions faire de la pédagogie à travers nos médias, à travers nos organisations, de dire aux gens, on n'attend rien des puissances impérialistes, des puissances occidentales, parce que finalement, c'est eux qui jouent le jeu, c'est eux qui maintiennent ces pantins au pouvoir, et nous, on croit qu'ils vont nous mettre là. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de clans rivaux. Ils ne sont que les rivaux de Faure Gnassingbé au pouvoir. Là, ils disent aux Blancs, prenez-nous, on va venir, on va faire mieux peut-être que, oui, nous aussi, on veut la chaise. Non, il faut arrêter ça. L'Afrique a déjà trop souffert. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait organiser autrement les populations, il faudrait les mobiliser et aller à cette conquête à travers des mouvements populaires, des mouvements insurrectionnels. Et je le dis si bien ici, un mouvement insurrectionnel ne se programme pas. Le mouvement insurrectionnel, c'est un mouvement spontané qui naît à un moment donné pendant une conjoncture politique. On l'a vu au Soudan avec Omar el-Béchir, lorsque le prix du pain a augmenté, on a vu comment est-ce que ça a pu l'emporter. On l'a vu en Tunisie, lorsque le vendeur à la sauvette, ce monsieur bardé de diplôme, mais qui est obligé de vendre dans les rues, s'est immolé. On a vu comment est-ce que le peuple spontanément s'est réveillé. C'est ça une insurrection. Parce que souvent, nos détracteurs nous disent, ah, l'insurrection, non, l'insurrection ne se programme pas, ne se décrète pas. Elle vient spontanément. Mais lorsqu'elle sera là spontanément, il faudrait que les forces organisées soient là pour conduire le mouvement, pour pouvoir aller arracher cette souveraineté et organiser la démocratie. Donc, sans la souveraineté, on ne peut pas organiser la démocratie. C'est un leurre. Il est temps d'expliquer dans les milieux, dans tous les milieux intellectuels, ouvriers, tout, à tout le monde que c'est du leurre. L'Occident, l'Union européenne, toutes ces cliques jouent avec moi en disant oui, la démocratie, c'est conditionné à l'aide au développement. C'est du pipeau, c'est la distraction, c'est une supercherie. Nous devons sortir de cela et aller conquérir la souveraineté. Qui dit souveraineté, c'est dégager tous les complices, tous ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, le RPT UNIR au Togo, le RHDP en Côte d'Ivoire avec Alassane Dramane Ouattara, au Sénégal avec Macky Sall, tous ces gens qui sont en train de noyer l'Afrique une deuxième fois. Donc, c'est vraiment des assassins. Ils sont en train de noyer tout un continent pour servir les intérêts des puissances étrangères qui sont l'Occident, les Amériques et j'en passe. Donc, je pense qu'on ne doit pas attendre que ces gens viennent nous donner le pouvoir. Ils savent bien, ils ont leur renseignement dans tous les pays. Ils savent tout ce qu'il y a comme torture. Donc, les mémorandums, tout ce qu'on écrit pour leur donner, ils sont déjà au courant. Donc, c'est du cinéma. Le travail ailleurs, c'est mobilisation des masses,
c'est l'organisation des masses pour aller conquérir cette souveraineté afin d'organiser la vraie démocratie, afin d'aller vers une constituante qui va nous permettre d'organiser finalement cette démocratie. Ok, en tout cas, tout est dit, cher Yves. Avant de passer cette étape, vous avez mentionné l'intervention de l'ancien archevêque de Lomé dans la tenue de scrutin du 22 février. Pourquoi et comment s'est-il passé? Voilà. Oui, c'est encore une situation qui doit nous interpeller tous. On l'a vu hier, c'était avec les conférences nationales en Afrique, le Monseigneur Mosengo chez vous en RD Congo, au Bénin, c'est Monseigneur de Souza, au Togo, c'est Monseigneur Philippe Fankopoyo, qui réapparaît cette fois-ci, mais sous l'angle d'une communication avec le Saint-Esprit. Bon, c'est un prélat, c'est un homme de Dieu, c'est son domaine. Moi, je ne peux pas dire que j'ai parlé avec le Saint-Esprit, peut-être lui, il a la faculté de lui parler. Donc, il lui a parlé, il lui a même montré un candidat, ce candidat qui est Vincent Gabriel Kodouak-Béomé, ancien homme fort du régime RPT UNIR. N'oublions pas qu'il a été responsable de mouvement estudiantin, il fut ministre, premier ministre, ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale et actuellement membre de l'Assemblée nationale de Fort, l'Assemblée nationale actuelle. Il est membre de cette assemblée, je pense membre de la commission défense et sécurité. Voilà. Et il est candidat contre l'appareil. Donc, ça pose problème. Mais bon, là n'est pas le débat. Le débat est ce message, cette question de l'occultisme, cette question de croyance, tout ça qu'on ramène chaque fois dans le débat. Aujourd'hui, on est dans la laïcité dans les pays occidentaux. Il y a une dissociation de l'Église et de l'État. Donc, pourquoi l'Église se mêle des affaires de l'État? Pourquoi l'Église va jusqu'à donner un candidat à un peuple d'aller aux élections? Je le dis, c'est un homme de Dieu. Il peut avoir sa communication avec Dieu. Chacun communique d'ailleurs avec Dieu dans notre tradition en Afrique. Donc, peut-être lui aussi, il communique avec Dieu. Donc, il est le seul témoin de ce qu'il avance. Mais aujourd'hui, ce que cela a posé comme difficulté, c'est qu'ils se sont retrouvés avec 7 candidats à cette élection. Aucune synergie entre eux, même si je ne suis pas un défenseur des élections avec l'autocratie, aucune synergie. Et voilà, ils réclament la victoire et personne ne les soutient, ni les autres candidats, ni l'opinion dite internationale à géométrie variable qui ne cesse de citer, de clamer. L'autocrate Faure Gnassingbé et Adema Sozina a prêté serment, je pense bien, le 4 mai dernier, et les choses avancent et le régime fait ce qu'il veut. Donc, au Togo, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'une de mes interventions, c'est du déjà vu. Donc, on fait des élections, on s'amuse, le régime se maintient et après 5 ans, on retourne, c'est rebelote. Et entre-temps, entre aujourd'hui et les élections de 2025, vous allez attendre, il va y avoir des négociations, ils sont convoqués par l'Union africaine, ils sont convoqués par la francophonie, et tout ça, ils amusent la galerie. Mais en attendant, un Togolais n'a pas 3 repas par jour. En attendant, les jeunes sont dans les tasimotos. En attendant, les amphithéâtres sont débordés dans l'université sur le campus. En attendant, les hôpitaux sont véritablement en souffrance. En attendant, le système éducatif croule. Donc, je pense qu'il faut être sincère à un moment donné. Si ces gens veulent vraiment aider ce peuple, veulent vraiment sauver le pays, il faudrait avoir une petite dose d'humilité et une petite dose d'honnêteté pour pouvoir choisir le choix du peuple. Le peuple, qu'est-ce que le peuple dit? La démission du système RPT uni. Depuis le mouvement déclenché en 2017 ou 2017 par Tipi Salif Ouattadam du Parti national panafricain, le PNP, le mouvement avait pris son essor avant que les positions participationnistes, collaborationnistes récupèrent ce mouvement pour aller en négociation avec la CEDEAO. Et puis,
à la demande du régime lui-même, parce que le régime était acculé. Donc le régime, pour gagner du terrain, les a ramenés dans un 4 murs. Ce n'est plus la manif dans la rue avec des milliers de gens. Et débat, discussion. Et en attendant, le pays est maillé avec l'armée, avec des milices. Et lorsque tu essaies de convoquer une manifestation, mais les gens sont encerclés, les gens sont ciblés. Donc, comment cette opposition qui veut, soi-disant, sauver le peuple, diriger ce pays, exercer un programme politique, se comporte de la sorte? C'est pour cela que je me permets de les appeler des collaborationnistes et des participationnistes. Ils n'ont pas la même lecture que le peuple. Le peuple a été clair depuis 1990. C'est la démission inconditionnelle et à des mains de son système. Et si nous avions pu aller dans ce sens, aujourd'hui, le débat allait beaucoup avancer. Donc, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, on fait du surplace, rien à avancer. Hormis quelques petits acquis au niveau de la presse, le reste, c'est du surplace. C'est du surplace, M. Yves. La participation, si vous permettez, du prélat dans cette affaire n'a pas la dynamique Kodjo, n'a pas vraiment aidé la cause. On aurait dû peut-être mettre les gens dans une mobilisation plus sincère pour pouvoir aller arracher ce pouvoir, non pas à travers les urnes, à travers des élections organisées par le système lui-même pour se substituer à lui-même. Ce qui n'est pas possible, en Afrique, on n'organise pas les élections pour les perdre, dit-on. Alors, après avoir peint ce tableau-là, donc pour dire, après cet état des lieux, quelles sont les perspectives que vous envisagez maintenant? En matière de perspective, je pense qu'il y a lieu de parler de redonner confiance à la population togolaise du nord au sud, de l'est à l'ouest. La première chose, il y a lieu d'organiser les Togolais dans des différents comités de résistance. Les gens doivent s'organiser par lieu, par endroit, par région, par préfecture, pour pouvoir être en ordre de bataille pour aller au renversement de ce système qui dure plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, ce qui revient, c'est que les Togolais puissent se détourner du discours de cette opposition collaborationniste, participationniste, faiseur d'illusions, qui sait très bien que le régime ne laissera jamais ce pouvoir en disant « non, vous êtes beau, vous êtes gentil, je vous laisse la place ». Non, c'est des questions d'intérêt. Ils doivent donner des garanties à la France impérialiste. Donc, eux-mêmes, au-dessus d'eux, ils ont un patron à qui il faut rendre compte. Donc, l'opposition participationniste et collaborationniste doit débarrasser le plancher et laisser place aux forces vives, aux patriotes, aux démocrates pour mener ce combat et qui sont déjà là dans ce combat qui essaient de le mener. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit également, qu'au Togo, la répression, elle est aveugle, hein? Elle est très aveugle. Aujourd'hui, il est difficile de faire convenablement un débat. Quelques débarrettes, si on peut ainsi dire, qu'on laisse faire sur l'une ou l'autre radio. Aujourd'hui, lorsque vous tenez un débat où vous apportez de manière scientifique, intellectuellement posée une critique par rapport à ce régime, vous êtes dans de mauvais draps. Et il y a 2 journaux qui ont été fermés récemment, l'Alternative et je ne sais plus le second, ça va me revenir. Donc, voilà dans quelle démocratie nous vivons. Donc, il n'y a pas de démocratie pour moi, il faut se battre pour la souveraineté et c'est de là qu'on ira vers la démocratie en passant par une constituante. Alors, c'est une démocratie à double vitesse que nous vivons en Afrique, M. Yves. Quel avenir pour la terre de nos aïeux, comme souvent on a l'habitude d'appeler ça au Togo? Quel avenir pour ce beau pays? Ce beau pays a de l'avenir, nous y croyons fermement. Et pour garantir l'avenir du Togo, il faudrait retrousser les manches, il faudrait mouiller le maillot, il faudrait se mettre dans l'arène pour pouvoir participer à cette mobilisation, à cette sensibilisation en vue d'organiser les masses, en vue d'organiser le peuple pour aller à la conquête de cette souveraineté.
Lorsque on n'y croit pas, lorsqu'on ne s'investit pas, en ce moment, on peut dire que tout est cul. Mais rien n'est cul parce que il y a encore des valeureux gens, il y a encore une jeunesse hyper mobilisée. Il suffit de les encadrer à travers différentes commissions, à travers différents comités de résistance, à travers des discussions avec tous ces gens pour les amener à comprendre même l'histoire politique du Togo. La jeunesse ne peut pas se battre sans maîtrise de l'histoire politique du pays. Lorsqu'on ne maintient pas l'histoire politique du pays, on est malmené dans tous les sens, ce que aujourd'hui l'opposition collaborationniste, participationniste fait. Donc, ce travail est fait, notamment la voie de la démocratie congolaise, c'est voilà un travail pédagogique qui est fait à travers les échanges, à travers les débats, à travers des séminaires. Tout doucement, les gens sont formés, les gens ont les informations et ça leur permet de se constituer une carapace patriotique, citoyenne et militante en vue d'affronter le camp de la France impérialiste qui est le camp des régimes autocratiques, comme je l'ai signalé tout à l'heure, à travers différents pays africains et dont le Togo n'y échappe pas. Oui, alors, Monsieur Yves, nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau, mais avant de partir, je vais vous donner une latitude exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez vous poser une question que vous aviez pensé que je vous pose, je n'ai pas fait. Donc, vous posez vous-même la question et vous y répondez, s'il vous plaît. Ça, c'est un exercice compliqué. La question peut être, pourquoi êtes-vous resté en diaspora et vous n'êtes pas sur le terrain? Voilà, allez-y. Oui, ce que nous tenons à dire, et moi particulièrement, la lutte peut s'organiser de partout. Lorsque ça marche bien, tout le monde est content, souriant pour la diaspora. Lorsque on tape sur les erreurs ou les compromissions, ah, la diaspora n'a pas de leçon à donner. C'est faux. Toute lutte a toujours été organisée avec la diaspora. Les exemples, il y en a plein. Aujourd'hui, la lutte du peuple israélien se mène avec toute la diaspora juive à travers le monde. Lorsque on prend la libération même des esclaves dans les plantations, ils ont dû créer des diasporas à côté et développer les Kumbé et les Kilombo. Lorsque on prend le cas du Congo, la diaspora a dû jouer un rôle en 1997. On a vu l'arrivée de cette diaspora avec la FDL de Laurent Désiré Kabila, donc, ce qui a permis de la jonction des forces intérieures et de la diaspora pour goûter le tristement célèbre maréchal Mobutu Seko Ouazabanga dehors. Donc, je pense que la diaspora a toujours joué son rôle. La France impérialiste qui nous domine à un moment donné, lorsque les nazis de Hitler les ont mis à genoux et que Hitler a dû fuir à Londres pour s'allier avec Winston Churchill, la diaspora s'est organisée à partir de Londres. Le fameux discours, je crois que c'était hier, même le 18 mai, que sur radio BBC à Londres, que De Gaulle s'adressait à tous les Français en leur disant « Levez-vous, c'est maintenant, n'acceptez pas l'humiliation, ne restez pas à genoux ». Donc, c'est ce que la diaspora aujourd'hui dit. La diaspora ne dort pas. La diaspora peut dire on va croiser nos bras, tant pis, ce n'est pas notre pays, nous on est partis, on est loin. C'est faux, c'est notre pays. Si demain, je suis milliardaire et que le Togo n'est pas organisé, je ne pourrai vivre tranquillement dans ce pays. Si demain, j'ai envie de mettre une affaire sur place et que le pays est sur cette voie, ça ne va pas marcher. Donc, nous avons le devoir, que ce soit au Togo, que ce soit au Mali, que ce soit au Congo, RDC, Congo-Brazza, Angola, tout de mouiller notre maillot, et c'est ce qui se fait en diaspora avec les autres frères des autres enclos coloniaux, qui sont les autres pays qui ont été découpés par Bismarck et ses compères. Donc, je pense que la diaspora a son rôle à jouer et le moment viendra où nous allons être physiquement sur le terrain aussi. Mais aujourd'hui, en attendant, par rapport à notre situation, nous essayons quand même de contribuer à cette lutte, d'apporter notre effort dans ce mouvement
parce que on ne peut pas croiser les bras et se dire africain si on aime ce continent, ce riche continent, et qu'on aime les différents enclos qui nous ont été imposés par la conférence de Berlin. Donc, nous pensons humblement que la diaspora a son rôle à jouer et que c'est plus important. Nous sommes le porte-étendard, le flambeau, le relais à travers les différentes diasporas ici en Europe, aux États-Unis, en Asie et ailleurs. Pourquoi? Parce que lorsque, à travers les émissions, à travers nos tracts, à travers notre communication, on réveille les populations, parce qu'il y a l'amitié des peuples. Les peuples se réveillent en disant, tiens, mon pays fait ça dans ton pays. Ah, en ce moment, on a le soutien de certains. Lorsqu'on parle des puissances impérialistes, ce n'est pas tous les Occidentaux dans la rue qui disent allez piller le Congo, le Togo et machin. Donc, il y a d'autres personnes qui ont la même conscience que nous et qui se joignent à nous dans cette lutte. C'est pour ça que nous croyons à l'amitié des peuples, les peuples vraiment à la base, pas ceux qui sont au sommet dans la nomenclature, qui dirigent, qui cogitent, qui vont exploiter, qui vont piller nos ressources et mettre le poignon dans les paradis fiscaux. Donc, je pense que la diaspora fait son rôle et aujourd'hui, à travers l'Europe, on commence par parler de la question du Congo, du Kivu, la question du Tchad, la question de la Centrafrique, parce qu'il y a une diaspora qui porte le sujet. Agissante, oui. Alors, Monsieur Yves, je me permets de vous dire grand merci. Nous avons été très édifiés par vos interventions, très éloquentes, voulais-je dire. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous dire grand merci, Monsieur Yves Lodonou. Espérons que nous allons encore vous retrouver très prochainement, qu'on parle un peu de notre panafricanisme, qui est notre moteur de marche, puisque l'Afrique aux Africains. Merci, merci à vos auditeurs et auditrices, et ce fut un plaisir. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Bien, merci. C'est pratiquement la fin de l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Nous apprenons dans cette émission hebdomadaire le panafricanisme. Alors, merci. Soyez toujours au rendez-vous chaque samedi avec votre ami de tous les Tontons Kayembe qui vous sert depuis New York City. Ici, je pense à notre ami Pascal Tamboué, notre informaticien et technicien en Grèce. Je pense à Raphaël Chananga, notre chef d'antenne et journaliste talentueux en République démocratique du Congo, Kinshasa. Je pense également à Théodore Bakatula, les sympathisants caméramens, toujours à Kinshasa, et sans oublier la charmante présentatrice Adrienne Mayumbu. Coup de chapeau donc à notre directeur technique José Kapajika. Grâce à lui, nous recevons les images qui nous viennent du pays en temps réel. Merci donc. Je vous souhaite toutes les bonnes choses pour ce week-end. C'est Don Kayembe au micro de New York City et à week-end prochain.